Dans un village lointain, la guerre faisait rage, mais cette guerre était invisible. Alors je vais vous conter l'histoire d'un petit garçon prénommé Kylian. Kylian passait de jours heureux en compagnie de gentilles créatures aux cheveux colorés, et un jour il s'en alla en forêt. Après tout, certains de ses amis avaient disparu. Dans cette forêt, il découvrit une petite une pilule magique de couleur rouge. Par méconnaissance et par curiosité, il l'avala. Et c'est alors que ses amis, monstres, d'apparence gentille et inoffensive, révélèrent leur vrai visage. De monstres sanguinaires prêts à utiliser les autres enfants à leur propre fin. C'est alors que le petit Kylian grandit et décida de devenir le sensei, d'enseigner aux autres enfants la vérité, leur distribuer les pilules rouges. Malheureusement, les monstres ne voyaient pas d'un très bon œil ce jeune homme, fort, puissant, qui œuvrait contre eux. Alors, les monstres décidèrent de s'y attaquer. D'abord, un petit strike sur YouTube, mais ensuite, ce fut le tour d'Instagram. Une guerre faisait rage, encore plus forte, puissante, où les petites Chloé de 16 ans nourries à TikTok et Netflix, ne comprenant rien à la vie, décidèrent de s'attaquer au sensei. Alors le sensei voulut répondre par une vidéo YouTube. Salut l'ami, j'espère que cette petite intro t'a plu, moi je me suis pas mal amusé à faire. Je te l'avais dit, ma fibre artistique me démange, et là ça m'a pas mal gratté. Et bon, on va parler du coup de néo-féminisme et du coup de la dernière vidéo de Kylian Sensei, donc je te la mets dans le i juste en haut dans la description et tout, parce que voilà, je cite la personne et puis on fait les choses proprement. Alors, ce qui me pose réellement problème et ce qui me pose un souci, c'est que, bon, je comprends que du coup Kylian n'ait pas vraiment le choix d'utiliser ce terme de vocabulaire, j'ai expliqué pourquoi il n'a pas trop le choix, mais en même temps, ce qui me pose problème avec cette utilisation de vocabulaire, et évidemment ici c'est un avis totalement subjectif sur le terme de néo-féminisme, mais je vais t'expliquer mon raisonnement, et après tu en fais ce que tu veux, tu te torches le cul si ça te fait plaisir. Alors déjà, comme Kylian prend du poids et augmente en termes d'abonnés et en visibilité, il peut pas se permettre de se mettre à dos le féminisme en entier, puisque du coup c'est vu comme une idéologie du bien, et comme c'est tout le système va en faveur du féminisme, si tu critiques le féminisme dans sa globalité, eh bien tu es vu comme une personne mauvaise, et quand tu veux gagner en visibilité, quand tu veux aider des personnes, quand tu veux distribuer des petites pilules rouges, tu peux pas être vu comme l'ennemi, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Donc forcément, le discours de Kylian est plus édulcoré que normal. Donc c'est pas grave, parce que du coup les personnes qui commencent à prendre ces petites piles rouges vont vers des piles rouges un peu plus fortes après, et puis bon, ça intéresse, et au moins ouvre un peu leur esprit. Donc déjà, même si, entre guillemets, Kylian ne va pas assez loin, je pense que c'est un bon début pour commencer à voir les choses et à s'intéresser de plus près aux réelles problématiques. En fait, on faut voir Kylian Sensei comme un introducteur. C'est tout, il introduit. J'ai failli faire un jeu de mots avec la pénétration, mais je vais me retenir. La culture du viol est en moi. Et le truc, c'est qu'il utilise du coup le terme néo-féminisme. Parce que du coup, le terme néo-féminisme sous-entend qu'il y aurait deux branches du féminisme, une ancienne et une nouvelle, et que c'est réellement la nouvelle qui est problématique. C'est ce qu'on entend avec le féminisme 2.0 et ce genre de choses. Et ça permet en fait de ne pas mettre tous les féministes dans le même panier, de ne pas faire de généralité, et en fait de ne pas questionner certaines choses. Donc, c'est un mot qui est efficace. Le problème, déjà, c'est que la plupart, quasiment aucune féministe se considère comme néo-féministe, tu vois, la plupart, soit elles se considèrent comme des féministes radicales, des féministes hystériques, des féministes machin truc, tu vois, on en voit des vertes et des pas mûres, et des bleus et des rouges, mais ce qui est derrière ça, c'est que du coup on peut parler directement de féministes radicales ou féministes misandres. Mais le terme néo-féministe parle un peu plus, et au moins on sait qu'on parle de féministes, sans, tu vois, mettre cette connotation directement négative, tu vois, le mot paraît un peu neutre en apparence. Donc c'est vrai que je comprends cette utilisation. Ce qui me pose problème, c'est que du coup, c'est une échelle de temporalité sur le féminisme, comme quoi il y en aurait un ancien et un nouveau, et donc à quel moment on aurait cette apparition du féminisme. Alors je suppose que quand on parle de néo-féminisme, c'est le féminisme qui est apparu du coup après l'égalité de droit entre les hommes et les femmes,
Donc, celui qu'on peut considérer comme inutile, puisque du coup, il y a une égalité entre hommes et femmes, donc il est là juste, et c'est une sorte de chose particulièrement négative, d'un truc qui sent assez mauvais, qui au final essaye de prendre sa revanche et tout ça. Le problème, et c'est là qui se pose, c'est que finalement on questionne jamais le féminisme dans sa globalité, au final de son existence. Et moi ça me pose problème. Pourquoi ? Parce que le féminisme, moi je le vois un peu comme un cône, et en fait je vois la plupart des idéologies comme des cônes, c'est-à-dire que déjà tu as un rapport de hiérarchie, donc avec les idéologues et les masses militantes en dessous, tu vois, les esclaves de l'idéologie. Donc tu vois, tu as le féminisme. Et pourquoi un cône n'est pas juste, tu vois, une pyramide ? Parce que du coup, il faut un système de cercle, c'est-à-dire que quand tu te places au-dessus, tu vois où se situe la radicalité, tu vois, et la radicalité se situe systématiquement au centre de toute idéologie, puisque du coup, c'est celle qui... La radicalité, c'est la racine, c'est ce qui sert à ancrer un mouvement. Les plus radicaux, c'est s'il n'y a pas de personne radicale dans un mouvement, le mouvement finit par s'essouffler et finit par disparaître. En fait, c'est ce qui permet de scinder le tout. Le point qui ici est problématique, et ce qui est réellement problématique avec le féminisme, c'est que quasi systématiquement, les idéologues, donc la tête du cône, ce sont les extrémistes. C'est-à-dire que la masse globale, si tu regardes la masse globale du féminisme, la plupart du temps, ce ne sont pas des extrémistes, mais il y a cette minorité qui est tout au-dessus, qui domine tous les autres et qui essaye de vendre et faire sa thune sur les trucs, ou qui répand sa crasse et ce genre de choses, qui est mis tout en haut, et qui déverse sur tout le reste. Alors tu vas me dire, oui, bah, c'est tout mouvement est comme ça. Alors non, je suis pas d'accord, et je vais te donner un exemple un peu scabreux, mais qui est assez intéressant. Et en fait, comme quoi les idéologues, ceux qui sont en haut, sont différents des radicaux. On va prendre un cas très simple, qui est la religion musulmane. C'est que les idéologues, qui sont tout en haut, ne sont pas les personnes radicales. Tu vois, les personnes radicales, en fait, les extrémistes, ils sont tout en bas. Mais ils sont minoritaires dans la partie en bas, mais ils sont tout en bas. C'est pas eux qui vont donner des idées, c'est pas eux, ils sont là pour obéir. Ils sont là pour se sacrifier, etc., etc. Donc dans les idéologues, ça se porte très bien. Il y a peut-être un ou deux extrémistes, mais ils sont tellement minoritaires qu'au final, on peut carrément les squeezer du truc parce qu'ils sont vraiment tout petits. La masse de radicaux, elle est en bas. Dans le féminisme, la masse de radicaux est tout en haut. Ce qui, en fait, pose réellement problème, c'est-à-dire que si tu compares les deux, en tant que mouvement, en tant que groupe, en tant qu'organisation, peu importe la façon dont tu appelles ça, ce qui se passe, c'est que dans la partie avec les musulmans, c'est que ça pose pas réellement problème. C'est-à-dire qu'en gros, on squeeze directement les radicaux parce que, et du coup, ça ne définit pas le mouvement, ça ne définit pas les radicaux. Ceux qui sont radicaux, qui sont extrémistes parmi les musulmans, ne définissent pas tout simplement pas la religion. Or, le problème avec le féminisme, c'est que justement, ce sont ces personnes qui sont radicales, extrêmes, qui définissent le féminisme. Et en fait, le fait de faire une appellation néo-féministe, en fait, c'est que soit on va faire seulement les radicales, mais le problème, c'est que quand on dit radicales, tu vois, on a un peu l'impression qu'elles sont juste un peu en petits groupes, mais qu'elles ne dirigent pas le reste, tu vois. On n'a pas cette impression-là. Alors que, et du coup, soit on met néo-féminisme, et du coup, on essaye de faire, mais c'est juste une partie temporelle, donc on n'a pas cet effet de hiérarchie, et on n'a pas non plus cet effet d'extrémisme qui me pose problème. Alors tu vas me dire, bah oui, mais du coup, s'il n'y a pas d'échelle temporelle, c'est-à-dire que le féminisme, dès le début, a des idées problématiques. Et je pense que oui et non, c'est comme tout, tu vois. Il faut un avis nuancé sur la plupart des choses. Et le fait, ce qui me pose un réel problème avec le féminisme, c'est que en fait, les féministes, du coup, ont cherché à avoir une égalité de droit entre l'homme et la femme, mais en fait, il manque quelque chose qui est primordial pour avoir une égalité de droit, c'est l'égalité de devoir. Et l'égalité de devoir, bah, elle n'a pas été là. En fait, un droit, et je vais te donner un exemple tout de suite pour te faire comprendre ce que je vais dire, un droit, ça va servir principalement à exercer un devoir. Tout simplement. Tu as actuellement une attestation, tu as le droit de sortir pour aller travailler. Travailler est un devoir, tu travailles parce que ça aide l'économie du pays, ça t'aide aussi financièrement, mais peu importe. Tu accomplis un devoir, et donc, tu as le droit de sortir.
Voilà l'exemple que je donne. Alors tu peux en voir d'autres, tu vois, tu as le droit d'aller travailler, enfin tu as le droit de travailler parce que du coup tu as le devoir de travailler, parce qu'il y a un moment, il faut travailler. Et il faut travailler pour l'État. Alors c'est vrai qu'avec cette explication, je donne une idée qu'en gros, il faut être à tout prix être un esclave et ce genre de choses. Il faut bien comprendre que la notion de devoir, c'est quelque chose qui s'accomplit par soi-même, c'est quelque chose qui est choisi aussi. La notion de devoir, elle est primordiale, parce que ce devoir, tu le choisis. Par exemple, si la plupart des personnes décidaient de ne pas travailler, de se rebeller, en fait c'est tout simplement une grève, ce devoir n'étant pas respecté, ça fout en l'air le système. C'est-à-dire que le fait d'avoir des devoirs est bien plus, et de choisir ou non de les respecter, est bien plus puissant que d'avoir des droits. Mais on a tendance à oublier ce genre de choses. De toute façon, quand on entend parler de féminisme, on entend toujours parler de droits, mais la question du devoir, elle est systématiquement oubliée. Et du coup, le problème, c'est que une grosse partie du féminisme manque de cette notion de devoir. On n'a pas spécialement entendu beaucoup parler de devoir au début du féminisme. Et tu vas me dire, non, mais donne des exemples. Je vais t'en donner, t'inquiète pas, ça va arriver. Je vais te donner, par exemple, le droit de vote. Droit fondamental pour tout citoyen, c'est de voter, parce que du coup, ça permet. Tu es dans une démocratie, tu as envie de pouvoir choisir ton leader suprême. Donc ton leader suprême, faut le choisir. Donc, tu as un droit. Mais pour le choisir, il faut quand même que tu accomplisses quelque chose pour la société. Tu peux pas choisir un individu à la tête si t'as pas effectué des devoirs. Les hommes avaient le droit de voter après avoir fait leur service militaire, qui était en plus obligatoire, c'était aussi un devoir, c'est-à-dire que t'avais un devoir, et du coup, hop, après t'obtenais ton droit de vote. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les femmes n'avaient pas ce service militaire obligatoire. Pourtant, elles ont eu le droit de vote. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, maintenant, il n'y a plus de service militaire obligatoire, ni pour l'un, ni pour l'autre. Certes, et je suis pas du tout une personne qui aime remettre ce qui a été dans le passé, tu vois, certaines choses, forcément à jour, tu vois. Je pense que le droit de vote, maintenant, pour les femmes, est une excellente chose, parce que de toute façon, les hommes n'ont même plus le devoir, en fait, par rapport à ça, donc je trouve ça assez absurde. Mais ce que je trouve encore plus ironique avec la sémantique actuelle, c'est-à-dire avec cette novlangue qu'on nous donne, et je vais te donner une petite red pill sur la chose, c'est que maintenant, quand on te parle d'aller voter, on te dit que c'est un devoir citoyen. J'ai jamais entendu une foutaise aussi grande. Un devoir citoyen. C'est un droit citoyen. C'est pas quelque chose que tu dois faire. C'est quelque chose que tu as le droit de faire et que tu peux exercer. C'est un point, et ce changement de sémantique, je trouve, est assez symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus aucun devoir. C'est-à-dire que, et même pour les hommes en soi, les devoirs en tant qu'homme, il n'y en a quasiment plus. Alors, ils sont en tout cas tels qu'on pouvait les voir avant. Il n'y a plus de devoirs au sens militaire. Il y a tout ça. En soi, en tant qu'homme, tu peux parfaitement te mettre dans ton coin si tu as toujours le devoir de payer des impôts. Donc bon, ça c'est un peu la merde, mais bon, de ce côté-là, ça va. Les femmes ont aussi ce devoir-là. Ça encore, on peut parler d'égalité de devoir. Mais en tout cas, il y a un souci avec ça. C'est pour ça qu'en fait le néo-féminisme me pose souci, c'est-à-dire qu'en fait on re-questionne pas forcément ce qui a été mis avant. On fait, le droit de vote pour les femmes c'est une chose géniale. Oui, c'est une bonne chose, mais de la façon dont ça a été obtenu, je ne suis pas d'accord. Par contre, tu vois, le fait par exemple le droit de travailler, tu vois, à la sortie des guerres et compagnie, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les hommes étaient au combat, il fallait remplir les usines, et notamment les usines d'armement. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les femmes ont le devoir de travailler. Donc elles obtiennent le droit de travailler. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée du devoir avant l'idée de droit, parce que ça permet de pousser à faire quelque chose, et après, tu obtiens quelque chose, enfin, tu fais quelque chose. Alors, de façon plus ou moins altruiste, certes, et de façon plus ou moins obligée, certes, mais après, tu obtiens de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, elle s'obtient pas parce que « Coucou, j'aimerais un peu de liberté ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La liberté, tu fais quelque chose et après, on te fait « Ah bah tiens, t'as mérité, t'es une personne de confiance, t'as fait ce que t'avais à faire, vas-y, t'es un peu plus libre ». Voilà comment je vois les choses. Alors évidemment, je pense que ça va poser problème.
de ce type, ça peut poser problème de ce type de vision. Mais j'aimerais ton avis dans les commentaires. Et puis, Kylian, si tu passes, je serais ravi de débattre avec toi sur ce sujet-là. J'ai beaucoup de questions dans ma tête que je me pose, alors que je me réponds aussi à moi-même, c'est pour ça que je fais des vidéos, mais que j'aimerais te poser aussi, et puis un bon petit débat à l'ancienne. Alors, je pense à d'autres personnes et à d'autres personnalités que j'aimerais, avec qui j'aimerais débattre. Et puis, ça serait un peu un changement, parce que comme je te l'ai dit, le face caméra commence à être un peu fatigant pour moi. J'ai envie de te faire un truc un peu plus artistique, tu l'as vu en début de vidéo. Et puis, j'ai envie d'interagir. Donc, ça me ferait plaisir. Enfin, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche. Et puis, sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!